Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau pour parler d'innovation au sein du ministère de l'Intérieur avec le respect des gestes barrières, de la distanciation physique évidemment et de l'usage inconditionnel et sans modération de gel hydroalcoolique. Nous allons donc parler d'innovation puisque cette émission est le lancement pour le ministère de l'Intérieur du mois de l'innovation qui est porté par la direction interministérielle de la transformation publique. On va parler d'innovation, d'initiatives, de projets qui sont devenus des réalités bien concrètes au service des usagers, mais qui aussi permettent à l'administration d'être plus agile. Et pour commencer, eh bien, on va parler de moncommissariat.fr. On commence avec la police nationale. Commissaire Caroline Mugnot, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que, en quelques mots, moncommissariat.fr ? Alors en quelques mots, moncommissariat.fr, c'est la police nationale accessible sur le web, sur Internet, pour toutes les questions de sécurité à travers deux outils. Le premier, c'est une page web, le www.moncommissariat.fr, un parcours usager qui permet à l'internaute en toute autonomie de trouver les réponses à ces problématiques de sécurité du quotidien et une direction vers les services ou téléservices qui peuvent prendre en charge sa démarche. Et également, le deuxième outil, c'est en accompagnement, un chat, c'est un système de messagerie instantanée où l'internaute peut échanger avec un opérateur policier qui lui répondra en quelques minutes et l'accueillera et l'orientera. Un outil très interactif. Comment est-ce qu'il est né cet outil ? Alors cet outil, il est né en réalité de plusieurs constats. Le premier, c'est le recours de plus en plus important de la population aux outils numériques depuis un certain nombre d'années. Le deuxième, c'est la diversification des téléservices que propose le ministère de l'Intérieur pour les internautes. Et l'accélération s'est faite en début d'année avec la crise du Covid-19, puisque pour répondre aux problématiques du confinement et aux nombreuses interrogations de la population sur les 2 mois de confinement, a été mis en place un premier chat Covid-19, on l'avait appelé ainsi, pour répondre à toutes ces questions-là. Ce chat a eu un succès énorme puisqu'en 2 mois, il y a eu 65 000 conversations et il a donc été décidé de pérenniser cet outil et c'était également l'occasion de lancer un projet qui était un petit peu dans les tiroirs de moncommissariat.fr, une accessibilité numérique de la police nationale. Alors concrètement, très concrètement, quelles démarches peuvent être faites sur moncommissariat.fr ? Alors, toutes les questions de sécurité, comme je vous le disais, ont vocation à trouver une réponse sur la page moncommissariat.fr. La démarche innovante, ça a été de mettre en place un parcours usager pour l'internaute, selon qu'il est victime, selon qu'il souhaite signaler un fait ou selon qu'il souhaite simplement s'informer. Donc, c'est une page qui se veut très épurée, très simple et très, très facile d'utilisation pour l'internaute. Et un parcours qui est un menu déroulant, en fait, en fonction que l'on est. Par exemple, on va cliquer « Je suis victime ». On va retrouver un certain nombre d'onglets, notamment de dégradation, avec quelques exemples qui sont assez faciles à comprendre pour l'internaute. Ensuite, on va, dans le menu déroulant, nous demander si on connaît l'auteur ou qu'on ne connaît pas l'auteur. Et en fonction des réponses que l'on va donner, on va être orienté vers un téléservice pour toutes les démarches qu'il est possible de faire en ligne, de manière dématérialisée, ou qui va orienter vers un commissariat ou une brigade de gendarmerie en fonction de la localisation. Alors c'est une évolution évidemment importante pour les usagers, mais c'est aussi une évolution culturelle au sein de la maison police nationale, comme ça l'a été aussi pour la gendarmerie nationale, d'utiliser ces outils numériques. Donc il y a eu aussi une appropriation par les personnels de la police nationale. Alors c'est effectivement une évolution, c'est un nouveau moyen de contact en fait avec la police nationale. Donc ça concourt du lien police-population que l'on veut renforcer, que l'on veut être davantage présent. C'est un nouveau métier, opérateur de chat, parce que échanger avec quelqu'un par écrit comme ça en instantané sur des sujets qui peuvent être extrêmement variés, ça demande une approche assez nouvelle qui permet en même temps de répondre en quelques minutes à des questions d'internautes qui se retrouvent confrontés à des difficultés. Évidemment, ça ne dispense pas et ça ne remplace pas, ça ne se substitue pas à un certain nombre de démarches en présentiel.
Exactement. L'idée de moncommissariat.fr, c'est pas de créer une nouvelle mission, puisque les commissariats restent ouverts 24 heures sur 24, accessibles au public, y compris pendant le ou les confinements, on peut dire aujourd'hui. C'est vraiment un nouveau moyen d'accès supplémentaire à la police nationale et à des opérateurs policiers qui sont présents aujourd'hui 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Mais le service monte en puissance, puisque d'ici janvier, le service sera accessible 24 heures sur 24. Moncommissariat.fr, la brigade numérique pour la gendarmerie, donc des institutions et des directions générales qui se projettent vers l'avenir. Alors l'avenir justement pour moncommissariat.fr, quel est-il exactement? C'est quoi les évolutions que vous projetez de faire dans les mois et années à venir? Alors, elles sont de plusieurs ordres. Dans un premier temps, effectivement, la montée en puissance du service en janvier avec une ouverture 24 heures sur 24 et également une capacité plus importante de prendre en compte les conversations. Moncommissariat.fr, c'est également un projet pour prioriser et développer d'autres téléservices, d'essayer de voir les téléservices qui peuvent être créés en lien avec les besoins usagers, les attentes des usagers. C'est la raison d'être aussi de cette page web et de ce parcours usager. Ce sera un site internet davantage tourné sur des notions de services qui seront en construction, des téléservices comme la prise de rendez-vous en ligne, comme des inscriptions en ligne d'opérations Tranquillité Vacances et d'autres qui sont en cours de réflexion. Et dont nous aurons évidemment l'occasion de reparler sur les différents vecteurs digitaux, notamment du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale de la police nationale également. Alors si je vous dis Smart Lab 2022, ça vous dit quelque chose aussi? C'est une autre initiative qui est à l'honneur aujourd'hui, initiative de la police nationale dont nous allons regarder quelques images. Merci beaucoup en tout cas d'être venue sur ce plateau, Caroline. Smart Lab 2022, innovation de la police nationale qui a, c'est vrai, pour but de simplifier la vie de l'usager, mais aussi, surtout, dans le cadre de Smart Lab 2022, eh bien, simplifier la vie des personnels. On en parlait à l'instant, c'est aussi quelque chose qui est important dans cette démarche d'innovation. Et on va parler de cette innovation dans le cadre de la police technique et scientifique qui a mis en place ce projet pour ne plus avoir à consacrer autant de temps à certaines tâches administratives, notamment celles qui concernent les scellés. Regardez en image. Quand on vous parle de police scientifique, difficile de ne pas penser aux séries américaines. Les pionniers sont les Français Alphonse Bertillon avec l'anthropométrie judiciaire et Edmond Locard avec son principe d'échange d'indices entre le criminel et son environnement. Que ce soit le policier ou le gendarme intervenant sur la scène de crime ou l'expert en laboratoire, tous s'efforcent d'avancer sur les traces de la vérité. S'adaptant aux évolutions de la délinquance, la police scientifique innove avec Smart Lab 2022 qui accompagne la transition vers le SNPS. Aujourd'hui, la police scientifique, c'est une intervention sur le terrain toutes les minutes, un résultat analytique toutes les 30 secondes, un profil génétique transmis au FNEG toutes les 2 minutes. Cette activité est indispensable et il faut fournir aux enquêteurs et magistrats les éléments utiles à l'enquête dans les meilleurs délais. C'est un des objectifs de Smart Lab 2022. Second défi, réduire les coûts de production. Par exemple, l'activité de biologie génétique a multiplié par 7 en 10 ans. Il faut également intégrer l'amélioration des conditions de travail des agents, conformément au programme Action publique 2022. Smart Lab 2022 s'articule en 3 actions. L'action 1. Développer le système d'information pour qu'il soit intégré et interconnecté, afin d'optimiser le pilotage de la production et le suivi en temps réel. Il s'agit de proposer un environnement numérique modernisé. L'action 2. Créer une application d'optimisation de la logistique des scellés, nommée UpScellé, simplifiant le transfert des scellés des services requérants de police nationale, gendarmerie nationale et de la justice jusqu'au laboratoire de police scientifique le plus pertinent selon des critères comme la localisation géographique ou le plan de charge des laboratoires. UpScellé permettra de gagner du temps sur l'acheminement des scellés via un transporteur externe, en garantissant la traçabilité de circulation. Cela permettra aux requérants de se recentrer sur des actions à plus forte valeur ajoutée. L'action 3, la transformation des laboratoires avec l'acquisition de nouveaux équipements performants. En résumé, Smart Lab 2022, c'est des économies directes et indirectes sur les coûts de production, l'automatisation de tâches liées à la gestion logistique des scellés, permettant de recentrer les agents de terrain vers leur cœur de métier, et un meilleur suivi des affaires par une optimisation de la circulation de l'information. Simplification, automatisation et dématérialisation, Smart Lab 2022 propulse déjà la police scientifique dans une nouvelle ère.
Voilà pour la présentation de Smart Lab 2022. On passe de la police nationale à la gendarmerie nationale. Bonjour lieutenant-colonel Sylvain Hubac. Bonjour Pierre-Henri. Alors, on parle souvent évidemment avec la police et la gendarmerie des thématiques sécuritaires. Là, on va s'intéresser à un thème qui est le thème sanitaire avec la Covid Box. Alors, qu'est-ce que la Covid Box que vous avez créée avec vos équipes ? Alors, premièrement, la santé fait partie aussi de la sécurité des Français. Donc naturellement, la gendarmerie a voulu s'associer dans le cadre de cette crise sanitaire pour répondre présent à ce niveau-là. Donc pour répondre à votre question de qu'est-ce que la Covid Box, c'est un laboratoire itinérant donc, qui est constitué d'un conteneur, comme on peut en voir sur des caisses maritimes par exemple. Et à l'intérieur de ce conteneur, il y a tout un laboratoire qui est en mesure de pouvoir faire des tests de dépistage par PCR pour la Covid. Alors comment est né ? Alors évidemment, on voit bien quel a été le besoin au début de la crise sanitaire, mais la gendarmerie s'est mobilisée tout de suite et vous vous êtes dit tout de suite, il faut que l'on crée quelque chose. Quel a été l'élément déclencheur ? Alors l'élément déclencheur, il a été sur un sujet tout autre, c'est-à-dire que nous entretenons des relations avec des universitaires, à la fois dans notre domaine de compétences, mais aussi dans des domaines divers et variés, bien sûr de génétique. Et dans ce cadre-là, nous avons des relations avec les hôpitaux de Paris, notamment l'hôpital de Garches. Et j'ai eu l'occasion de visiter le laboratoire. On était au tout début de la crise Covid. Et par curiosité, je leur ai demandé comment ils faisaient une analyse Covid. Et avec les échanges avec les différents professeurs, je me suis rendu compte qu'en fait, les instruments qu'ils utilisaient, analytiques, étaient exactement les mêmes que ceux qu'on utilisait nous dans notre domaine. Mais en revanche, ils avaient une capacité d'analyse assez limitée en termes de volume, alors que nous sommes calibrés au laboratoire à Pontoise pour traiter plusieurs centaines, voire milliers d'échantillons par mois. Et c'est dans ce cadre-là que nous leur avons proposé leur aide et de développer ce laboratoire itinérant. En combien de temps vous l'avez créé, mis en place et mis en fonction surtout ? Alors, notre appui sur l'hôpital de Garches a été effectué quelques jours après. Oui, immédiatement, avec un élément mobile du pôle judiciaire. Voilà, tout à fait qu'existant. Et puis ensuite, on s'est mobilisé avec toute mon équipe et en 6 semaines, avec également un industriel français qui a industrialisé, donc qui a produit la Covid Box. En 6 semaines, on a pu avoir la solution livrable. Solution livrable qui permet de faire combien de tests par jour et par combien de personnes est-elle armée et d'ailleurs, que des gendarmes ou est-ce qu'il y a d'autres personnels ? Alors là, en l'état, nous disposons de 2 box, de 2 Covid Box. Chaque box peut permettre de faire 500 analyses par jour. Et donc là, quand on interconnecte ces box entre elles, on peut démultiplier autant le volume d'analyse. Et elle est armée donc, par uniquement des militaires aujourd'hui parce qu'on doit être en mesure de se projeter sur tout type d'opération, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Mais elle a vocation à pouvoir après être armée par l'ensemble des personnels qui travaillent au laboratoire. Elles sont où en ce moment, ces Covid Box ? En ce moment, elles sont au laboratoire à Pontoise, Ouais. en attente de pouvoir être déployées là où il sera le plus utile qu'elles le soient. Voilà, et il va certainement, évidemment, y en avoir besoin de ces Covid Box. Combien de temps on a pour les résultats ? C'est aussi rapide que dans certains laboratoires mobiles ? C'est là où en fait, on a apporté notre plus-value, c'est-à-dire qu'on est en mesure, dans la journée, de rendre les résultats. Donc en moins de 24 heures, on est en mesure de générer des résultats sur au moins 500 tests, voire 1000 tests si on connecte les deux box entre elles. C'était pas évident forcément de partir sur ce genre de projet. Ça s'est fait, j'allais dire, naturellement pour l'ensemble de vos personnels dans cette période si particulière de la lutte contre l'épidémie et la pandémie ? Oui, ça s'est fait assez naturellement parce qu'on cherche toujours à savoir comment on peut être le plus utile. Et dans ce contexte-là, vu qu'on disposait déjà des matériels, il a fallu juste recalibrer nos protocoles pour, au lieu que de traquer l'ADN des criminels, on traque celui du virus. Donc ça a été assez simple techniquement parce qu'on a quand même une bonne maîtrise de la technologie déjà. Alors, cette maîtrise alliée à cette volonté, ce sont donc ces 2 premières Covid Box. Il y en a d'autres qui sont en attente de fabrication. Et est-ce que ça change aussi peut-être votre approche des crises sanitaires ?
on le sait que ça a changé pour beaucoup d'institutions au sein de la sphère publique, parce qu'être confronté à une telle pandémie n'était jamais arrivé au sein de l'époque moderne. Mais est-ce que ça vous incite et invite à repenser l'avenir peut-être différemment pour faire face à ce genre de menaces ? Alors oui, en fait, quand on a créé les Covid Box, on a surtout pensé à l'après. Parce que on espère bien sortir de cette crise sanitaire un jour, mais elles ont été conçues de manière à pouvoir traiter tout type de pathogènes infectieux qui peuvent atteindre l'être humain, mais également on les a conçues pour qu'elles puissent être pluridisciplinaires dans le cadre de la criminalistique au sens large et permettre donc d'être utilisées, d'être mobilisées pour des catastrophes d'ampleur, des attentats, des catastrophes naturelles, ce genre de choses, pour identifier les victimes au plus près. Et donc ces Covid Box auront une seconde vie après la crise sanitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain Hubac d'être venu sur ce plateau pour témoigner et pour nous parler de cette Covid Box. Nous allons maintenant nous diriger vers Jean-Marc Galland, qui est chef de la mission de délivrance sécurisée des titres au sein de la DMAT, la Direction de modernisation de l'administration territoriale. Et on va parler d'un dispositif, Jean-Marc, qui est Justif-Adresse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif ? Alors, Justif-Adresse consiste à remplacer actuellement. On va prendre un exemple concret. Quand vous allez sur une prédemande de carte d'identité, vous remplissez votre adresse, etc. Mais on vous demande en plus de scanner le justificatif de domicile. Avec Justif-Adresse, on va vous proposer, sur la prédemande en ligne, d'utiliser un dispositif automatique. Donc on va vous demander votre consentement, ce n'est pas obligatoire, c'est respectueux du RGPD bien sûr. On va vous demander votre RGPD, Règlement général de protection des données, règlement européen. Donc, vous allez donner votre consentement. On va vous présenter une liste déroulante, actuellement EDF, Engie, Total Direct Énergie. Si vous avez un contrat parmi ces fournisseurs de services, on enverra automatiquement, le ministère de l'Intérieur enverra 3 données, pas toutes, mais des données aux bases adresses du fournisseur que vous avez choisi. Et le fournisseur va répondre si oui ou non vous avez l'adresse correspondante. Et si l'adresse correspondante est trouvée chez le fournisseur, l'adresse, le domicile sera justifié. C'est-à-dire qu'il n'y a plus production de justificatif de domicile, comme on le fait actuellement, souvent, par scan et sous forme papier. Alors plus vite, plus rapide. Donc plus vite, plus simple. Plus sécurisé. Plus sécurisé aussi parce que l'idée à la base, elle vient de ça, de la recherche d'un dispositif, parce que le justificatif de domicile est un des documents qu'on dit source quand on fait une demande de titre, qui est l'un des plus fraudés. Donc, l'automatiser, c'est aussi d'abord aussi le sécuriser. Et donc, on s'est aperçu très vite qu'on pouvait faire de la sécurisation, mais surtout un vrai dispositif de simplification de la vie des usagers dans leur demande de titre. Et c'est donc un dispositif qui a été inscrit dans la loi de 2018 sur un État au service d'une société de confiance, la loi ESSOC. Voilà. C'est évidemment un rôle qui est confié à l'État et au ministère de l'Intérieur, à la fois que de lutter contre la fraude, évidemment la sécurisation des titres, avec une sécurisation qui est toujours plus complexe parce que les dispositifs le sont également. Oui, parce que les fraudeurs utilisent le numérique. Donc nous, on utilise le numérique aussi, mais contre la fraude. Et en plus, en simplifiant la vie de l'usager. Alors je précise, ça s'applique aux cartes d'identité, mais ça s'applique aussi au passeport. Ça s'applique aux cartes grises et ça s'applique au permis de conduire. Ça veut dire l'ensemble des titres principaux, des grands titres d'identité, en tout cas, et qui sont utilisés par les usagers. Qui sont utilisés par les usagers. Essentiellement, voilà, les titres d'identité, CNI, passeport, permis de conduire. Voilà. La carte grise étant un peu différente, mais il y en a beaucoup. Donc c'est aussi un vrai service rendu. C'est quoi les pistes d'évolution ? En ce qui concerne ces Justif-Adresse, ou qu'est-ce qu'on peut envisager de plus derrière ? Alors, 2 choses. D'abord, l'appliquer également progressivement au titre de séjour étranger, par exemple. Mais avant ça, pour l'instant, comme vous l'avez compris, ça s'applique à des demandes par des particuliers.
Ce qui veut dire, par exemple, lorsque vous allez acheter une voiture en concession automobile, puisque c'est un professionnel qui réalise l'opération d'immatriculation, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. Donc, on va aussi faire en sorte que peu à peu, on puisse l'utiliser dans d'autres domaines, notamment, par exemple, l'achat d'un véhicule en concession. Puis, dans un deuxième temps, c'est un dispositif, et là, ça a été inscrit dans la loi, le projet de loi toujours, amélioration, simplification de l'action publique, qui permettra de l'appliquer à d'autres services publics dans d'autres administrations, pas forcément le ministère de l'Intérieur, mais ça pourra être aussi des collectivités territoriales. Mais ce sera dans un deuxième temps. Quel est l'accueil justement des partenaires parce qu'eux aussi, ils ont des intérêts à trouver dans cette démarche, notamment la lutte contre la fraude. Donc il y a une vraie démarche partenariale. Vous en avez cité un certain nombre de partenaires, mais c'est une démarche partenariale que conduit le ministère. Oui, ce sera une démarche partenariale. Alors là, on en est vraiment toujours, pour l'instant, déjà la généralisation. Ça s'applique actuellement dans 4 départements. On va d'abord le généraliser sur nos titres ministère de l'Intérieur à toute la France, progressivement, avant la fin de l'année. Puis ensuite, les partenariats avec d'autres ministères ou d'autres administrations se fera dans le courant de l'année 2021 et ensuite. Mais on sait qu'il y a déjà un intérêt et tout ça se fera en lien notamment avec la délégation interministérielle à la transformation publique. La DITP qui est à l'œuvre justement. La DITP qui est à l'œuvre sur le mois de l'innovation publique. Voilà, vous pourriez faire de la co-animation ensemble. Oui, on pourrait, monsieur Brandet. Oui, monsieur Galland, et j'en suis tout à fait ravi. Mais on pourrait le faire aussi avec Wassim Kamel, que l'on va retrouver dans un court instant, juste après la présentation d'un dispositif qui concerne le permis de conduire, parce que vous le savez, eh bien, le gouvernement s'est engagé à moderniser l'inscription à l'épreuve pratique de l'examen. Alors, cet objectif, il est en passe d'être rempli, en tout cas, il est en bonne voie. Comment et de quelle manière et quels sont les objectifs de ce dispositif? La réponse en images, et on en reparle tout de suite ici en plateau. L'objectif est de penser à un nouveau système d'attribution des places de permis de conduire qui doit mettre le candidat au centre du système puisque les places sont attribuées directement au candidat. L'objectif, c'est de le responsabiliser et de lui permettre aussi, en sachant à l'avance quel sera le jour où il va passer son examen, de mieux organiser sa préparation pour, on l'espère, augmenter ses chances de réussite lorsqu'il passe l'examen. Pour les auto-écoles, l'objectif, c'est d'avoir de la visibilité et d'avoir une distribution des places qui soit fondée sur un système plus fluide. Et pour l'État, eh bien, c'est d'essayer de répartir ces places de manière plus harmonieuse entre les différents candidats. L'avantage, c'est qu'on peut choisir les dates de l'examen, le lieu de notre examen, donc on a plus de liberté à ce niveau-là. C'est de la flexibilité, parfois un nombre plus important de places que vous pouvez obtenir en fonction de vos besoins. Jusqu'à présent, toutes les places que l'on souhaitait réserver, nous avons pu les obtenir. Ce système vise à responsabiliser le candidat. S'il ne se présente pas à l'examen ou s'il se présente avec un niveau vraiment très inférieur aux attendus de l'examen, eh bien, il devra attendre ensuite un certain délai avant de pouvoir prétendre à une nouvelle place pour passer l'examen. Cette co-construction se matérialise sous la forme de comités de pilotage qui ont lieu tous les 2-3 mois, qui sont complétés avec des visioconférences entre la DSR et les auto-écoles pilotes. Il y a des copiles réguliers pour discuter avec eux de ce qui a bien marché, de ce qui a un peu moins bien marché, pour ajuster au fur et à mesure et essayer de construire au total un système qui permette de satisfaire, si ce n'est tous les besoins, en tout cas le besoin du plus grand nombre.
Wassim Kamel, bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes sous-directeur de l'éducation routière et du permis de conduire. Alors, justement, on a vu ce que ça allait apporter comme progrès, mais comment ça se passait auparavant, l'inscription au permis de conduire? L'État, des services déconcentrés en l'occurrence, le bureau d'éducation routière, donnait des quotas toutes les 2 semaines aux 13 000 auto-écoles. Je rappelle que le permis de conduire, c'est chaque année l'examen numériquement le plus important en France. 1,5 million. Le bac, c'est 800 000. Voilà. Presque 2 fois plus que le baccalauréat. Voilà. Chaque année. Donc c'est un objet concernant. C'est pour ça qu'on a fait... Et on sait ce que ça représente pour ceux qui l'ont ou ceux qui ne l'ont pas. Exactement. Et pour certains, une grande partie de nos concitoyens, c'est quasi un permis de vivre. Parce que si on ne l'a pas, il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de travail, il n'y a pas le reste. Au lieu d'être sur un schéma très mécanique où c'est l'auto-école qui a la place et le candidat qui attend, qui espère, on attribue aujourd'hui, dans ce système de rendez-vous permis, la place au candidat. Je suis propriétaire de ma place. Concrètement, je peux me présenter parce que j'ai trouvé un emploi qui va débuter dans 2 mois. Je peux aller dans une auto-école et dire, voilà, moi, je veux une place pour l'examen pratique du B dans 2 mois. Et vous me donnez le jour et la date. Avec ma responsabilité, pendant ces 8 semaines, de prendre à minima les 20 heures nécessaires. Et je ne suis pas tributaire de places, presque de manière aléatoire, qui rendait la vie compliquée et justement faire des projets pas toujours très simplement. C'est effectivement un des éléments de l'autonomie. Je sais où je vais. Comme j'ai choisi ma destination, je peux y arriver plus sûrement. Alors, combien de candidats ont déjà pu réserver leur place à l'heure où nous parlons? On le fait dans 5 départements d'Occitanie. Donc on le fait, c'est l'Aude, c'est le Gers, c'est le Gard, c'est l'Hérault et c'est la Haute-Garonne. Et cette expérimentation qui a démarré en mars, qui a connu la période bien évidemment du confinement, on est à quelques milliers de candidats qui ont utilisé aujourd'hui rendez-vous permis. Et ça marche bien? Alors ça marche très bien. Ça marche très bien. Et ce n'est pas uniquement la délégation à la sécurité routière qui le dit ou le ministère de l'Intérieur, c'est que, comme vous l'avez vu, c'est un dispositif co-construit. Avec les auto-écoles, justement. Alors, avec les auto-écoles. Notamment. Avec les organisations syndicales, puisque que ce soit aussi bien les inspecteurs qui font passer le permis de conduire, mais aussi avec les directions métiers. Donc, l'ensemble des parties prenantes. Et ça veut dire que tous les 2 mois, on ajuste. Est-ce que ça vous va, les délais? Est-ce que les notifications sont bien celles qu'il faut? Voilà. On chemine avec eux jusqu'au 31 mars. Et après le 31 mars, si tout va bien, évidemment, et si tout continue à aller très bien? Alors, effectivement, la loi également, parce que c'est bien dans ce cadre-là qu'on agit, nous a demandé de faire une expérimentation. L'expérimentation et l'évaluation qui va avec... on aura un rendu le 31 mars 2021 et sur la base du résultat de l'évaluation, mais vous savez Pierre-Henri qu'on va tout faire pour qu'elle réussisse cette évaluation, on devrait généraliser à partir du 1er mai 2021 sur les autres régions de notre pays. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et partager l'expérience de cette rénovation du passage du permis de conduire qui est une étape extrêmement importante. Alors, c'est l'innovation au service des usagers français mais également étrangers, notamment quand ils sont étudiants aussi, que nous allons mettre à l'honneur avec l'ANEF qui est l'administration numérique pour les étrangers en France. C'est un nouveau portail qui a vu le jour il y a quelques jours seulement, c'est tout neuf. Alors avant d'en parler avec Francine, eh bien on va regarder en images ce que ANEF représente et quelles améliorations il apporte pour les étudiants étrangers.
Et pour parler d'ANEF, de l'administration numérique pour les étrangers en France, nous accueillons Franceline Forter-Chapard, qui est directrice du programme ANEF à la DGEF, la Direction Générale des Étrangers en France. Alors, comment est né ce projet? Enfin, c'est même plus un projet, puisque c'est maintenant totalement appliqué sur le terrain, et totalement disponible pour les étudiants étrangers. Comment est né ce projet? Alors Pierre-Henri, ce projet est né en fait en 2014, c'est assez ancien. La politique migratoire, c'est une politique assez complexe qui est dans un environnement géopolitique et un règlement qui s'appelle le Code frontière Schengen qui est très compliqué. Et donc il est né par une phase de 2 ans d'expérimentation et de comparaison, benchmarking, entre ce qui se faisait dans les États membres de l'espace Schengen. Est-ce qu'il fallait numériser, dématérialiser, réformer l'organisation territoriale et structurelle ou pas? L'étude a été rendue en 2016 et le programme ANEF est né de cette étude et maintenant il se met en œuvre donc depuis 2016. Alors, c'est un environnement extrêmement complexe, évidemment. La gestion des étrangers en France, ce n'est pas évidemment que les étudiants, mais vous avez parlé avec des droits différents selon les pays, des normes européennes, des règlements européens. Donc, même des dispositifs qu'on pourrait dire simples de renouvellement de titres, dans un contexte comme celui-là, sont quand même difficiles à mettre en place. C'est très difficile à mettre en place. On est dans un espace Schengen, donc on doit rentrer dans ces réglementations-là. Nous avons aussi une thématique en lien avec nos amis de la démat de lutte contre la fraude aux pièces qui sont fournies. Et donc la dématérialisation rentre aussi dans ce périmètre-là. Alors concrètement, moi je suis étudiant étranger, je souhaite renouveler mon titre. Comment est-ce que ça se passe ? Alors concrètement, c'est vrai que les usagers étrangers jusqu'à présent étaient assez exclus de la vague de dématérialisation qui s'était mise en place pour les services de l'État. Il faut savoir qu'un étranger, étudiant ou pas, pour renouveler un titre, devait se rendre 4 fois en préfecture ou dans une structure d'accueil pour arriver à voir son dossier aboutir. Je ne parle pas des délais qui étaient afférents à ces visites. Donc c'était pour certains, il faut le reconnaître, le parcours du combattant. C'était un chemin de croix. Voilà. Aujourd'hui, ou un parcours du combattant, comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est un passage en préfecture. Un passage en préfecture, vous allez sur le site web qui a été diffusé tout à l'heure, et puis vous faites votre démarche en ligne. Vous y mettez toutes vos pièces justificatives, et on a pris aussi le principe du dites-le-nous une fois. Parce que notre usager, il est connu en France parce qu'il est d'abord rentré sur le territoire via un consulat avec un visa. Donc il y a des tas d'informations qui sont déjà connues dans les consulats et que nous récupérons dans nos systèmes d'information. Et là, toujours pour aller plus vite et être plus efficace, moins de démarches pour aller plus rapidement délivrer ou non, d'ailleurs, le titre, parce que ce n'est pas forcément une acceptation systématique, mais en tout cas, dans cette démarche, aller plus vite dans la vérification et l'acceptation des dossiers et le renouvellement des titres. C'est ça, simplifier la démarche pour l'usager et dégager du temps pour les agents de préfecture pour instruire le plus profondément possible, le plus correctement possible et le plus justement possible le dossier qui est présenté. Alors justement, c'est ça cet impact aussi, parce qu'il y a la vision usager, mais il y a la vision des agents en préfecture qui ont à gérer des dizaines, voire des centaines de milliers de dossiers. Pour les étudiants étrangers en France, ça représente quel volume ? Alors en volumétrie annuelle, c'est 120 000 dossiers d'étudiants étrangers en France sur 2 cycles, évidemment avant les rentrées universitaires. Juin, septembre. C'est pour ça que nous avons mis en service au mois de septembre. Alors, modernisation des outils de travail. Pour l'instant, ça concerne les étudiants étrangers. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'on peut imaginer, mais je pense que vous l'avez déjà fait, d'élargir cela à d'autres publics ? Bien sûr. Donc là, c'était une expérimentation ouverte le 17 septembre. 40 000 demandes déposées, soit plus du tiers de la demande annuelle. On a été nous-mêmes assez surpris de cet afflux, du flux. Donc évidemment, pour les préfectures, une adaptation pour gérer cet afflux. Et puis au premier trimestre 2021, on enchaîne sur la totalité de l'année 2021 pour tous les autres publics. Étudiants, regroupement familial, duplicata, tous les publics étrangers qui souhaitent demander ou renouveler un titre de séjour. Et puis, l'étape suivante, l'accès à la nationalité française, la demande en ligne. Donc ça fait du pain sur la planche. Ça fait du travail, oui. Vous vous dites qu'on ira au bout de ce dispositif dans combien de temps ? Vous donnez quelles échéances raisonnables pour pouvoir tenir ces objectifs ? Alors, l'objectif raisonnable, c'est fin 2022. On a dématérialisé l'intégralité des process qui peuvent l'être. On a fourni aux agents l'intégralité des systèmes d'information modernisés, y compris la lutte contre l'immigration irrégulière et la lutte contre la fraude, qui sont 2 objectifs pour nous également. Et puis ensuite, 2023, on arrête les anciens systèmes.
2023. Mais on aura l'occasion de se revoir d'ici là, puisque vous êtes nombreux à vouloir revenir l'an prochain pour nous parler de ces projets. Mais de toute façon, c'est vrai qu'on en parlera sur nos différents supports de communication. Merci beaucoup, Francine, d'être venue parler d'ANEF et longue vie à ANEF, qui est une belle évolution pour les étudiants et étrangers que l'on accueille en France. 120 000, vous le disiez, c'est vrai que c'est considérable et que il faut en finir avec ces chemins de croix que certains pouvaient parfois rencontrer. Et puis, c'est vrai aussi que pour l'administration en général et pour les personnels, c'est aussi source de modernisation, d'innovation et finalement d'un environnement de travail totalement différent aujourd'hui. Merci beaucoup, Francine. Alors, la relation à l'usager, elle est aussi importante, notamment, vous avez parlé de la sécurisation des titres pour l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS. Faciliter les différentes démarches des usagers, c'est notamment sa vocation, c'est son ADN à l'ANTS. Voici les projets qu'elle a menés. On voit ça immédiatement en images. Fondée en 2007, l'Agence nationale des titres sécurisés a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'État pour la production de titres sécurisés, comme les cartes nationales d'identité, les passeports, les permis de conduire, les cartes grises et bien d'autres. S'inscrivant dans la volonté de réformer, de moderniser et de rationaliser les moyens de l'État, l'agence ne cesse de développer des innovations pour faciliter la vie de l'usager, notamment en dématérialisant plusieurs démarches. Par exemple, depuis 2016, l'usager peut réaliser une pré-demande en ligne pour son passeport et sa carte d'identité avant de se rendre en mairie. Depuis 2017, les démarches concernant les permis de conduire et cartes grises sont totalement dématérialisées et réalisables depuis le site internet de l'agence. Pour mieux accompagner les usagers dans ces nouvelles démarches, ces derniers peuvent compter sur un centre de contact citoyen situé à Charleville-Mézières dans les Ardennes, dont le rôle s'est considérablement renforcé ces dernières années. À titre indicatif, en 2019, ce sont près de 25 millions de titres qui ont été produits. 5,3 millions de CNI, 4,3 millions de passeports, 2,5 millions de permis de conduire, 12 millions de cartes grises. Et demain, développées par l'ANTS, ces solutions feront très bientôt partie de votre vie quotidienne. Simplimat, une application qui permettra aux particuliers, acheteurs et vendeurs de réaliser la déclaration de cession de véhicules en face à face juste avec leur smartphone. Mes Papiers, une autre application mobile pour gérer en toute simplicité et en toute sécurité vos titres. La CNIE, la nouvelle carte d'identité au format d'une carte bancaire. Le nouveau site de l'ANTS, un site plus accueillant et plus pratique pour les usagers. La dématérialisation des actes authentiques comme les actes de naissance ou de mariage. L'ANTS poursuit son action en développant de nouvelles applications pour rendre les démarches plus simples et plus accessibles pour tous les citoyens. Retour sur ce plateau avec un changement de décor, mais également un changement d'invité que nous découvrirons dans quelques instants. Avant cela, nous allons continuer à aborder les innovations en cours ou prévues pour améliorer le travail en interne des agents. Vous allez constater que ces projets ont parfois été réalisés dans des conditions inédites pour répondre à des situations en urgence. Eh bien, ça a été le cas de la plateforme Osaï, développée par la direction du numérique. Regardez, on se retrouve tout de suite en plateau. Dans le cadre du déconfinement progressif de la France, qui a donc eu lieu en mai 2020, des cellules territoriales d'appui à l'isolement ont été mises en place dans les préfectures afin d'aider les personnes en situation d'isolement ou de quatorzaine. Donc les aider sur le plan social, médico-social, logistique, matériel, mais également de soutien psychologique. Le 4 mai, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur missionne la DNUM pour la mise en œuvre de l'outil Osaï, outil de suivi d'appui à l'isolement, pour aider les agents des cellules territoriales d'appui à l'isolement dans leur mission de service public. Dès le début, on comprend qu'Osaï va être un projet ambitieux en termes de planning, puisque nous n'aurons que 2 à 3 semaines pour réaliser l'application, parce que les cellules territoriales elles-mêmes vont se lancer courant mai, alors qu'un projet conventionnel à la DNUM prend environ 6, 9, voire 12 mois pour une première version. Les exigences métiers sont très fortes.
La première chose, bien évidemment, c'est de rendre un logiciel qui corresponde au métier des cellules territoriales. Le deuxième, c'est qu'il soit ergonomique, facile à prendre en main, car les agents de ces cellules, en tout cas, n'auront pas beaucoup de temps pour être formés. Et puis en plus, il faut bien sûr qu'on respecte toutes les règles de performance et de sécurité, qui sont quand même une de nos principales préoccupations au ministère de l'Intérieur. À cela s'ajoute bien évidemment la réalisation d'un logiciel avec des personnes qui sont en confinement, donc séparées géographiquement. On décide de passer de trouver une nouvelle méthode de travail et de passer en mode task force, en mobilisant des ressources, des expertises bien spécifiques pour aboutir le plus rapidement possible au projet. On mobilise déjà un directeur de projet, un chef de projet, moi, un delivery manager qui est la personne qui s'occupe de gérer les aspects techniques, mais très vite aussi on a une experte métier qui est la pierre angulaire du projet puisque c'est elle qui va faire le pont entre le besoin des agents en cellules territoriales et le projet et vice-versa. Et puis autre personne importante dans le projet, c'est le UX designer. Donc c'est la personne qui à partir du besoin va créer les écrans de l'application. Donc nous, on a été missionné le 4 mai, le 5 mai au soir, on a l'équipe qui est mobilisée, on a les développeurs qui sont arrivés, et on a des premiers écrans qui sont sortis de terre. Le projet est lancé officiellement le 5 au soir. Et le 8 mai, les premiers écrans sont sortis de terre, ont commencé à être visualisables. On parle notamment d'accueil et des fonctions principales. Le 12 mai, on mobilise une nouvelle fois les experts sécurité du ministère qui vont procéder à des tests d'intrusion. Ces tests consistent en fait à essayer de mettre en difficulté l'application pour en détecter les failles et corriger les vulnérabilités. Le 14 mai, nous sommes donc dans la dernière ligne droite et par exemple, nous avons détecté un bug au dernier moment sur l'envoi d'email. 19 mai 2020, c'est le jour J, l'application va ouvrir officiellement à 9 h, tout le monde se réveille, vérifie ses mails, s'assure que les derniers tests lancés automatiquement la veille sont concluants. 9 h moins le quart, nous nous connectons sur la visioconférence Commu, tout le monde est en ligne pour le lancement à 9 h pile. 9 h, le lancement se fait, l'application est opérationnelle. Les cellules territoriales peuvent l'utiliser. Pour réaliser un tel projet, bien évidemment, il y a un certain nombre de prérequis et il a fallu que les personnes mobilisées aillent au-delà de leurs prérogatives habituelles, notamment en matière métier, puisque l'expert métier a assuré un pont quotidien, pluriquotidien au travers de nombreuses réunions avec à la fois le corps préfectoral et le projet, l'UX designer qui a refait les maquettes continuellement dans les premiers jours pour aboutir le plus rapidement possible à une maquette en phase avec le besoin. Et puis enfin l'équipe technique qui jusqu'au bout a été mobilisée jusqu'au 19 mai 9 h pour être prêt à intervenir en cas d'anomalie. Pierre Gagnard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chef de projet informatique au sein de la direction du numérique. On l'a vu, ça a été quand même un véritable exploit. Est-ce qu'on peut parler d'exploit, honnêtement ? Oui, je pense qu'on peut dire ça, puisque effectivement, nous avons, entre le lancement du projet et la mise à disposition de l'outil aux agents des cellules territoriales d'appui à l'isolement, il s'est écoulé à peu près 2 semaines. Ce qui est proprement, ce qui est un certain défi relevé. Alors comment est-ce qu'on passe justement d'une durée globale moyenne d'environ 12 mois pour développer un certain nombre de projets à quelques semaines comme ça ? Alors il nous a fallu activer un certain nombre de leviers. En fait, on s'est mis dans des conditions qui nous ont favorisés pour atteindre cet objectif. Je pense notamment à la mobilisation, avant même que le projet soit lancé, d'une responsable de produit. En agilité, on parle de product owner, qui nous a permis donc d'exprimer le plus tôt possible d'abord le besoin des agents sur le terrain. Ensuite, qui nous a permis de faire un pont avec des agents tests qui ont joué un petit peu les testeurs, les concepteurs pour le projet. Et puis, bien évidemment, qui nous a permis de prioriser les fonctionnalités importantes. Pour ceux qui ont déjà fait du projet informatique, on sait que le plus grand enjeu, c'est au début de définir le bon périmètre fonctionnel à réaliser. Donc déjà, on s'est concentré sur les 6-7 fonctionnalités que l'on était en mesure de réaliser en 2 semaines. Donc ça, c'est le premier levier. Ensuite, nous sommes organisés en organisation task force. Oui, c'est ce que vous disiez justement dans le sujet. Alors, c'est quoi justement cette organisation task force ? Alors, une task force, ça n'existe pas qu'en informatique. On en met en œuvre dans plein de domaines. J'en connais dans le milieu industriel. C'est quelque chose qui arrive régulièrement, par exemple. Il s'agit de créer un groupe de travail regroupant des compétences, des expertises diverses, et de s'organiser dans le but d'atteindre un objectif bien particulier. Alors, aussi ambitieux soit-il. C'était un groupe commando, en fait, une opération commando. C'est ça, une force de frappe. Alors, qui était évidemment dans un contexte particulier, qui a aussi, je pense, peut-être démultiplié votre motivation, aussi parce qu'on était dans un contexte particulier où tout le monde était concerné, tout le monde était touché aussi par l'épidémie, ou s'il ne l'était pas directement, on était dans cet environnement bien particulier. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on est mobilisé début mai, la France commence à se préparer au déconfinement,
qui a eu lieu. Donc ce sujet arrive et l'objectif d'Osaï, pour le rappeler, c'est quand même d'aider les personnes en situation d'isolement ou de quatorzaine. Donc de les aider sur le plan social, médico-social, comme je le rappelais dans la vidéo, logistique, matériel, soutien psychologique. Et ça, c'était effectivement rendre un service à la fois aux agents, mais indirectement au grand public. Alors, ce qu'on va vous dire maintenant, c'est que pourquoi, sur tous les projets, vous n'arrivez pas à tenir 3 semaines ? Ça, c'est la question habituelle. Donc, effectivement, il faut bien avoir conscience que lorsqu'on met en place une task force, il y a un certain nombre de prérequis. La présence d'une responsable produit ou d'un responsable produit qui va nous aider vraiment à focaliser notre attention sur ce qui a de la plus-value, sur ce qui a de la valeur métier. C'est une terminologie qu'on emploie beaucoup lorsqu'on parle d'agilité. Et puis, bien évidemment, il va falloir être en mesure de mobiliser les experts techniques qui vont être à même d'apporter la plus-value. Je pense notamment à une équipe de développement à laquelle je profite de cette émission pour les remercier. Ils vont se reconnaître parce qu'ils ont été à la fois capables d'aller vite, de produire un code de qualité en assurant des critères de performance, de sécurité. Je rappelle encore que la protection des données, c'est une préoccupation majeure à la direction du numérique. Et puis en même temps, qui ont été force de proposition pour choisir, au regard de ce contexte, les meilleures briques. Et c'est comme ça qu'on a réussi à gagner du temps. Alors, qu'est-ce que ça va permettre finalement ? Et alors, l'utilisation de cette application, on sait ce qu'elle permet concrètement, mais est-ce que ça va avoir changé des choses, soit dans votre manière de travailler, dans votre perception d'un certain nombre de problèmes ? Qu'est-ce que ça va permettre ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans la méthode de travail que l'on a employée dans le cadre d'Osaï, nous utilisons un terme qui s'appelle l'hyperagilité. C'est-à-dire qu'on a pris des principes d'agilité que nous utilisons déjà dans les projets que nous faisons habituellement. C'est un mode de fonctionnement. Hein. Voilà, c'est un mode. Alors, l'agilité, ça consiste, pour faire très simple, à se baser sur les fonctionnalités qui ont la valeur métier la plus importante et à développer par itération successive. Pour faire simple, on fait une première version du logiciel, par exemple, avec 2 écrans, et puis on rajoute les écrans au fur et à mesure en priorisant les fonctionnalités qui ont du sens. Voilà. Donc, ce que l'on a fait, c'est juste mettre en avant, exacerber un petit peu, mettre le point sur les bonnes pratiques qu'il fallait que l'on arrive à généraliser de manière vraiment systématique. Et aujourd'hui, c'est vrai que le retour d'expérience que j'en ai pour les projets que j'ai pris en charge depuis, c'est de vraiment beaucoup plus encore impliquer à la fois mon équipe technique vis-à-vis du métier et vice-versa. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur ce plateau et nous avoir expliqué un peu plus avant ce que Osaï permettait et comment cette application avait pu se mettre en place et voir le jour dans des délais extrêmement contraints et dans un environnement qui était un environnement particulier. Mais vous le dites aussi avec beaucoup d'élégance, très smart. Hein, exactement. Très smart. Smart, c'est aussi le nom d'un projet que je vous invite à découvrir maintenant. Le projet SMART est né d'un retour d'expérience simple. Personne au sein même des services de l'État ne sait dire aujourd'hui rapidement à quelle hauteur s'élève l'accompagnement financier de l'État et de ses opérateurs auprès des territoires et pour quel projet. C'est pourquoi, au sein d'Étaline, le lab d'innovation publique de l'État en Pays de la Loire, nous avons créé SMART. Plus concrètement, SMART, c'est quoi ? C'est le système mutualisé d'appui à la relation territoriale. Une sorte de Google des territoires pour avoir une vision transversale de l'accompagnement de l'État en Pays de la Loire. SMART permet de regrouper des données et de les visualiser sur un outil simple et de qualité. Et c'est très détaillé. On peut visualiser les données à différentes échelles géographiques, du département à la commune, donc ça peut être très précis. On peut tout de suite du coup savoir si un territoire a reçu des aides de l'État, s'il y a des démarches entre l'État et ce territoire, et tout cela en fonction du temps, donc sur une année seulement ou sur plusieurs années. C'est une application web open source qui est en constante amélioration, tant d'un point de vue de l'interface que des données présentes. On l'a pensé au départ pour les agents publics qui travaillent au contact des territoires, mais il va être ouvert à terme à tous les publics. Retour sur le plateau où on va parler un peu plus en détail de Smart avec Yann Lejeune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet de données au secrétariat général pour les affaires régionales des Pays de la Loire. Alors, Smart, très concrètement, qu'est-ce que c'est ? Même si, évidemment, on l'a un petit peu découvert, grâce à vous aussi dans le reportage. Alors, Smart, en fait, c'est une application qui s'installe, enfin, une application web, donc on va dire un site web ou des sites web, qui permettent de stocker, gérer et visualiser des données, qui permettent d'illustrer la relation entre l'État et des territoires,
mais ça peut, bon, c'est une application, on dit open source, ça veut dire qu'elle peut également être reprise par d'autres, notamment des collectivités qui voudraient faire la même chose pour illustrer leur financement ou leur politique territoriale. Alors, avant de parler du développement, concrètement, donnez-nous 1 ou 2 exemples justement de la manière dont ça fonctionne. Alors, le gros travail, en fait, c'est un travail sur les données, hein, qui est lié aussi à un mouvement général de l'État et notamment au niveau du ministère de l'Intérieur sur la politique des données publiques. Hein. Il y a une mission du député Botorel en ce moment sur ce sujet précisément. Donc, nous, on est un tout petit peu en avance de phase là-dessus. Donc, un gros travail qui est fait sur les données pour avoir des données qui soient propres et qui permettent ensuite d'être importées. Donc, ça, nous, on les importe sur cette plateforme. Et après, tous les agents de la sphère territoriale de l'État, pour l'instant, peuvent consulter ces données, savoir voilà, telle commune, qu'est-ce qu'elle a reçu comme financement sur telle année, sur plusieurs années, est-ce qu'il y a des conventions entre l'État, etc. Et ça permet de casser un petit peu le fonctionnement en silo qui existe entre les ministères, hein, on connaît tous ça, et de mettre beaucoup d'informations en commun, et qu'au final, notamment un préfet, un sous-préfet, quand il arrive à une réunion, il ait toutes les informations immédiatement, même sur son smartphone. Comment est-ce que justement les agents faisaient avant pour récolter et récupérer ces informations? Ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'était des mails, des échanges, des coups de fil, des échanges de tableaux Excel qui n'étaient pas normalisés. Enfin, voilà. Donc à la fois, c'était compliqué de récupérer ces éléments et en plus, c'était difficile de les exploiter. Très difficile, et souvent, en plus, il était encore plus difficile d'avoir une vision dans le temps. C'est-à-dire qu'on arrivait à avoir une vision ponctuelle sur, voilà, il y a eu quel financement telle année sur telle commune, mais si on voulait avoir l'évolution sur 5 ans, sur plus, en couplant des informations de plusieurs ministères, là, c'était quasiment impossible à faire. Donc cet outil a été développé de quelle manière? Alors, ça a été développé donc, par le SGAR Pays de la Loire, avec un prestataire. Alors ça peut paraître un peu atypique parce que ça correspond à un besoin qui existe ailleurs, hein, d'accord. Donc là, on va dire, on fait une sorte de test à l'échelle d'une région. On commence à essayer de le diffuser un petit peu ailleurs. Mais en gros, voilà, on a payé un prestataire. Moi, je suis responsable du projet, donc je le suis. Je suis les tickets, hein, sont des systèmes qu'on connaît en développement de projets classiques. On essaye également de fonctionner plutôt en méthode agile, notamment pour la version 2 qui va se faire à partir de l'année prochaine. On a eu un financement du FTAP pour ce projet-là. Et le FTAP, c'est le fonds de transformation. Oui, merci. Parce qu'on aime aussi beaucoup les données, mais aussi beaucoup les acronymes. Alors. Mais donc tout ça, c'est une aventure qui continue sur un produit open source et qu'on essaye de diffuser aussi pour qu'il soit repris par d'autres utilisateurs, qu'il ne soit pas automatiquement l'État. Alors c'est ça justement aussi la singularité de ce projet, c'est l'open source, c'est-à-dire la mise à disposition de ces données pour pouvoir les faire utiliser par d'autres utilisateurs. Alors j'en profite pour préciser quelque chose sur la différence entre l'open source et l'open data. C'est-à-dire que nous, c'est un logiciel qui est open source, mais les données que l'on met dedans, pour l'instant, ce n'est pas de l'open data. D'accord ? C'est vraiment fait pour les agents de l'État et on espère l'ouvrir déjà à nos partenaires qui sont les collectivités dans un temps qui j'espère, ne sera pas trop long. Mais ce n'est pas encore de l'open data. D'accord ? Ça veut dire que ces données-là ne sont pas visibles par le public. Oui. C'est vraiment... En revanche, le système, lui... Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que le logiciel lui-même est open source pour qu'il puisse être repris, qu'il évolue plus facilement, etc. Mais ça participe de la même logique tout à fait, d'ouverture et de transparence. Vous êtes fier de ce bébé Smart ? C'est un beau projet et je pense que ça va devenir de plus en plus intéressant. Pour l'instant, on a peu encore communiqué dessus. Mais bon, je suis là aujourd'hui, donc j'espère que on va avancer de ce point de vue-là. Et il deviendra vraiment très intéressant quand il commencera à être armé par une politique nationale au niveau des données. Donc ça, je pense que ça va venir bientôt. Pour l'instant, on va dire on défriche, mais ça avance vite, donc c'est très très bien. Les grandes étapes prochaines à venir, si vous avez des échéances que vous pouvez donner? 2021, c'est la V2 de Smart, donc avec des modifications assez substantielles en termes de cartographie et notamment de tout ce qu'on appelle data visualisation, qui est assez peu encore développé dans la V1. Mais là, vous pourrez avoir des graphes à la volée, comme sur tel territoire, tel porteur de projet, dans le temps, pas dans le temps, par territoire.
Donc là, ce sera Noël. Merci beaucoup d'être venu Merci à vous. sur ce plateau, Yann Lejeune, pour nous parler de Smart. Le général Xavier Lejeune, qui est un économe, il n'y a pas de relation familiale, je crois. A priori, avec plaisir, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On va parler de LogEmi. Alors, vous êtes, mon général, sous-directeur de la logistique et de l'approvisionnement au sein du SAILMI. Alors, le SAILMI, si vous pouvez nous redire en quelques mots ou quelques lettres, parce que c'est aussi un acronyme, c'est l'ancien SAILSI. Absolument. Donc, c'est un service qui a été créé en septembre 2019 et donc qui vient justement du SAILSI et donc qui aujourd'hui est le service achat, innovation, équipement du ministère de l'Intérieur et logistique du ministère de l'Intérieur. Qui dépend de la DEPAFI. Qui dépend de la DEPAFI, absolument, et du secrétariat général. Alors, on va parler de LogEmi dans un instant, mais le SAILMI, c'est l'appui logistique notamment et en termes d'équipement de nos forces de sécurité, des agents du ministère, les véhicules, l'équipement informatique, l'armement pour les forces de sécurité. Et puis évidemment, dans la période qu'on a traversée, ça a été aussi, parce qu'il faut aussi saluer ça, la distribution, la commande, l'achat et la distribution de masques, de gel hydroalcoolique pour nous permettre de respecter les gestes barrières. Ça a été aussi ça, avant de reparler de LogEmi, une belle manœuvre menée cette année. Oui, absolument. Donc le SAILMI, c'est la chaîne logistique au sens large que certains spécialistes appellent la supply chain, c'est-à-dire c'est l'innovation, prescription des nouveaux équipements, c'est toute la filière achat, marché public, et après, donc derrière, ce qui en découle, toute la logistique avec la mise en place des différents équipements, la maintenance jusqu'à l'élimination. Donc, avec également, bien sûr, une partie stratégie, budgétaire, etc. Donc, toutes ces composantes-là qui forment la chaîne de soutien opérationnel du ministère de l'Intérieur se retrouvent au sein de la DEPAFI et plus particulièrement du SAILMI. Revenons à LogEmi. Qu'est-ce que c'est LogEmi ? Alors LogEmi, c'est la modernisation de la chaîne logistique. C'est le passage, j'allais dire, au XXIe siècle, en s'inspirant des pratiques modernes du secteur privé, avec un système de chaîne logistique qui s'adresse en priorité aux unités. Le principe là-dedans étant de dire que les unités sont partie prenante de la logistique et de la chaîne logistique, et donc sont amenées à exprimer directement leurs besoins de façon moderne, c'est-à-dire sur un portail e-commerce, en fonction de droits. Un site de vente en ligne presque. Absolument. Donc je comparerais maintenant à Cdiscount pour rester politiquement correct. Mais il fut à l'origine, on parlait d'Amazon, l'Amazon du ministère de l'Intérieur. Mais donc un site e-commerce. Et donc le principe pour faire court, c'est que sur ce site-là, donc on a le catalogue des équipements. Donc actuellement, c'est en cours d'élaboration. Donc on a certains équipements qui sont mis en place. Donc sur les 500 plus importants, il y en a 80 qui sont déjà mis en place sur le site. Et donc les unités, en fonction des droits ouverts, en fonction donc du type d'unité, et ça, chaque responsable de programme détermine les types d'unités, et bien donc sont amenés à faire leurs commandes. Et dès le moment où ils sont dans leurs droits, il n'y a aucun souci. Et si d'aventure ils dépassent leurs droits, et bien là, l'autorité hiérarchique supérieure est amenée à valider ou non ce dépassement. Alors concrètement, moi je suis policier, je suis gendarme, je peux aller acheter des équipements directement, donc c'est plus rapide. C'est sécurisé, bien évidemment. Qu'est-ce que cela permet de gagner, à la fois pour l'usager, mais également pour la chaîne logistique qui est derrière ? Alors aujourd'hui, concrètement, ce qui a été mis en place, puisque le projet a été initié en 2017, ce qui a été mis en place à titre d'expérimentation, et aujourd'hui on n'est plus sur l'expérimentation puisqu'on est vraiment en phase de production, ça a été donc les choses les plus importantes. Donc de 2017, il y avait un souci important concernant les gilets pare-balles individuels. Donc on a commencé par mettre en place dans le catalogue donc ces fameux gilets pare-balles individuels. Les munitions d'instruction, l'intérêt c'est que ça génère des flux très importants puisque policiers et gendarmes sont amenés très régulièrement donc à faire des tirs d'entraînement. Donc les munitions, c'est en volume, en termes de volume, on est depuis 2019 par exemple, en munitions, on est sur 10 millions de munitions qui sont distribuées directement aux unités. Donc sans passer par les différentes chaînes qui existaient autrefois, c'est-à-dire l'échelon zonal, l'échelon départemental, etc. Et donc tout ça, le gros intérêt, c'est qu'on gagne en traçabilité et on gagne surtout en délai de livraison.
Alors 80 produits, c'est ça, disponibles à l'heure actuelle? Sur 500 à peu près? Sur 500, en tout, il y a 30 000 références. Mais dans les 30 000 références, il y en a 500 qui sont beaucoup plus importantes que les autres. Bon. Et sur les 500, donc, il y en a 80 déployés. Donc, je citais donc, les gilets pare-balles, les munitions, parce qu'en termes de volume, ça génère des flux importants. Une autre, par exemple, également les kits de dépistage, qu'ils soient stup, alcool, ADN. Donc, ces kits, c'est également en termes de volume très important. Depuis un an, on en a distribué 2 millions. Donc ça génère un flux important. L'intérêt de tout ça également, c'est de sécuriser les unités sur le fait que dès le moment où ils vont aller commander, ils seront livrés. Donc qu'ils ne fassent pas de stock, de précaution à leur niveau en se disant on ne sait jamais, ça c'est un principe très français, on ne sait jamais, donc on va se faire un petit peu de... Un bas de laine. On va se faire un petit bas de laine, on va se planquer quelques noisettes dans le grenier ou dans la cave. Bon. Donc là l'objet c'est de montrer que lorsqu'on dit J+7, ben, c'est le cas. Donc en attendant, pour des soucis de réactivité, de disponibilité, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une crise particulière, ces stocks de réactivité sont détenus au niveau zonal, donc au niveau des SGAMI. On n'est jamais à l'abri d'une crise ou d'événements particuliers et Dieu sait que cette année 2020 aura été marquée par une crise sans précédent qui a justement impacté évidemment le CELMI, mais qui a impacté aussi la mise en place de Logemi et pourtant cet outil continue à se déployer. Absolument, donc ça a vraiment été une volonté forte de l'équipe de projet Logemi, c'est d'inscrire Logemi dans la crise Covid pour un petit peu démontrer tout son intérêt. Donc comme la gendarmerie a été déployée totalement dans l'outil, aujourd'hui, depuis le 26 mai de mémoire 2020, donc tous les produits Covid peuvent être commandés par les gendarmes en direct sur l'outil Logemi, donc le dépôt central étant sur une plateforme logistique, en l'occurrence Leblanc. Aujourd'hui, les équipements Covid pour la gendarmerie, c'est plus du tout un sujet. Bon. Concernant la police nationale, parce que les unités ne sont pas toutes déployées dans l'outil, le système de ventilation des produits se fait via les SGAMI, et aujourd'hui ça ne pose pas de difficultés particulières. Pour les autres directions du ministère, on est sur de la logistique poussée, ce qu'on appelle poussée, c'est-à-dire que le stock central est au blanc, et donc il n'y a pas de commande passée par les préfectures ou autres via le portail e-commerce, mais donc les livraisons qui se font en fonction des besoins exprimés se font depuis la plateforme du Blanc par un transporteur privé, en l'occurrence Géodis avec qui on est en contrat, pour livrer directement les préfectures ou pour d'autres directions comme les étrangers en France par exemple, toutes les petites entités qui sont un petit peu disséminées sur le territoire. Si d'aventure c'était les SGAMI qui devaient les faire une par une, ce seraient des missions qui prendraient un temps fou, quoi. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de Logemi et bravo aussi pour ce projet qui est une réalité très concrète pour bon nombre d'agents et de personnels du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Xavier Lejeune d'être venu. On va parler dans quelques instants de l'IHEMI, que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore. L'IHEMI et IAT Cohérence, on se retrouve après ça. Le nouveau coronavirus Covid-19 a frappé de plein fouet l'économie mondiale. Commerce fermé, événements annulés. La propagation du virus a perturbé les chaînes d'approvisionnement et provoqué la chute de l'investissement et de la consommation, conduisant à un risque de récession mondiale. C'est un choc économique historique. Les pays ont dû s'adapter, innover, et certaines choses se sont accélérées. Car oui, l'économie mondialisée avait déjà amorcé une évolution, suite à des signaux d'alerte de plus en plus fréquents, et l'émergence de nouveaux modèles économiques plus durables, prenant en compte, à tous les niveaux, le coût environnemental et climatique. Les mentalités ont évolué, les modes de production aussi. L'industrie mondiale a commencé à changer vers une fabrication plus décentralisée. La crise sanitaire mondiale de 2020 a fait de cette tendance une urgence. En France, on parle de plus en plus de circuits courts. On cherche la voie de la réindustrialisation et de la relocalisation comme pilier de la relance économique. En parallèle, nous avons des richesses locales sous-valorisées, des trésors locaux oubliés ou négligés. Nous pouvons faire plus. Mais pour cela, il est évident que nous avons besoin de mieux connaître nos ressources, d'identifier les opportunités. Proximité, agilité, qualité, confiance par le travail en réseau ne doivent plus simplement être des mots, mais bien des actes. C'est pourquoi nous lançons la plateforme IAT Cohérence, un projet qui met l'intelligence artificielle au service des territoires. Avec le soutien du ministère de l'Intérieur, porté par l'Université Bretagne Sud avec ses partenaires,
La future plateforme de services IAT Cohérence offrira aux préfectures, aux collectivités et aux entreprises des outils, des études et conseils et des formations. Cela nous permettra de mieux connaître la réalité, les besoins, les ressources locales, régionales, nationales et européennes, mais aussi d'identifier des partenaires et des opportunités nouvelles. Et ainsi de relancer nos économies sur une base plus solide, car plus résiliente. IAT Cohérence, au service de notre économie de demain. Et pour parler d'IAT Cohérence et de l'IHEMI, j'ai le plaisir, et nous avons le plaisir de recevoir Eric Freislinard, qui est le nouveau directeur du nouvel Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, et Régis Passerieux, qui est directeur de la recherche, de l'innovation et de la prospective. L'IHEMI, eh bien, c'est un acronyme auquel il va falloir qu'on s'habitue au ministère de l'Intérieur, parce que l'IHEMI est là, et bien née. C'est bien cela, Eric Freislinard. Oui, tout à fait. Et même on simplifie finalement, puisqu'on passe de 2 acronymes à 1, puisque l'IHEMI fusionne l'INEGI, qui était l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, et le CHEMI, le centre de formation du ministère de l'Intérieur. Cette fusion, elle a abouti donc à l'IHEMI, qui a été créé par arrêté du ministre de l'Intérieur le 3 septembre dernier. Il y a 3 piliers à l'IHEMI. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle les sessions nationales, comme font aussi l'IEDAT, l'IHEDN, parce qu'on est dans une société de la connaissance, une société de l'intelligence, où le décideur ne peut pas être seul dans son coin. Il faut qu'on mette en synergie les entreprises, les journalistes, les collectivités locales, les fonctionnaires, donc dans ces sessions nationales d'apprentissage et de découverte. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la formation, évidemment, la formation des préfets, la formation des commandants de groupement de gendarmerie, des directeurs de la police, des sous-préfets. Le troisième pilier, c'est la recherche et la prospective. La recherche et la prospective, on est en plein dedans avec ce projet IAT Cohérence, puisque nous avons un fonds, le FIESPI, qui peut soutenir financièrement des projets de recherche, et notamment ce projet de recherche de Bretagne Sud, de l'Université de Bretagne Sud. Donc l'IHEMI, oui, en effet, on va en entendre parler de ce nouveau sigle, et ça va permettre au ministère de l'Intérieur de développer encore plus toutes ces actions de contact avec la société, de formation et de prospective et d'innovation. C'est important, ça, de savoir marier un certain nombre d'éléments, l'enseignement, donc la formation, mais aussi la réflexion, la prospective, la recherche, arriver à faire et à conjuguer tous ces éléments en même temps, c'est extrêmement important. Et ça va se faire au sein de l'IHEMI, parce que c'est votre volonté, puis il y a un côté sens de l'histoire aussi. Oui, tout à fait. Et vous savez, on parle toujours de recherche fondamentale, de recherche appliquée. C'est justement dans ce type d'institut que peuvent converger le travail des chercheurs et le travail, je dirais, des opérationnels, pour que non seulement on puisse avoir des travaux de recherche qui vont dans le sens de ce qu'on souhaite, des questions qu'on se pose, mais aussi que ces travaux de recherche puissent déboucher sur des applications concrètes au service de nos concitoyens. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, parce que l'innovation, eh bien, c'est aussi dans l'ADN du ministère de l'Intérieur, et qu'on a vu bon nombre de projets qui se sont concrétisés. On va écouter le secrétaire général pour qui la démarche d'innovation, entreprise notamment via la mission modernisation et simplification qui dépend de la direction de la modernisation et de l'administration territoriale, le secrétaire général Jean-Benoît Albertini, pour qui l'innovation est évidemment extrêmement importante au sein du ministère. Mesdames et messieurs, chers agents du ministère de l'Intérieur, dans la diversité de vos métiers, de vos lieux de travail et de vos projets, je suis très heureux de m'adresser aujourd'hui à vous pour ouvrir ce temps de présentation et d'échange consacré aux initiatives de notre ministère dans le cadre du mois de l'innovation publique. Notre ministère est depuis toujours au cœur de l'État. Ses missions régaliennes, notamment en matière de sécurité, touchent le quotidien des Français, mais elles ne sont pas toujours associées à l'innovation et à la créativité dans nos méthodes ou dans les supports qui les accompagnent. Dans ces domaines, comme dans l'ensemble des champs d'action qui nous mobilisent, la modernité et la capacité à imaginer des solutions pour demain sont non seulement déjà présentes, mais en plein développement. Et si notre administration soutient ces efforts, c'est d'abord parce que c'est vous qui êtes le plus souvent à l'initiative de ces projets
et de ses belles réalisations. Les exemples sont nombreux et nous les côtoyons parfois même sans le savoir au sein de l'administration centrale et dans les territoires. Et c'est ce que nous avons voulu vous faire découvrir à travers les initiatives qui vont vous être présentées. Ces réalisations qui marquent aujourd'hui le quotidien de nos collègues sont très variées et elles reflètent bien la diversité de nos missions. Elles touchent aussi bien la préfecture d'Occitanie qui met en place un prototype d'intelligence artificielle pour faciliter le contrôle de l'égalité, le SGAR des Pays de la Loire qui a développé un outil web open source de partage de données territoriales, la préfecture d'Île-de-France quand elle organise un espace de coworking dans un arrondissement de Paris, et c'est encore le cas pour les projets qui sont au cœur des échanges de l'émission que vous allez découvrir sur le mois de l'innovation publique au ministère de l'Intérieur. Par exemple, moncommissariat.fr qui vise à permettre aux usagers d'accéder en ligne à plusieurs services de la police nationale, le Smart Lab 2022 pour réduire les tâches administratives des agents de la police technique et scientifique, le laboratoire itinérant CovidBox développé par la Gendarmerie nationale pour concourir à la gestion de la crise sanitaire, la nouvelle plateforme d'inscription en ligne au permis de conduire pour concrétiser l'engagement du gouvernement à simplifier l'inscription à l'épreuve pratique. Mais je pourrais citer encore l'accueil des étudiants étrangers en France par l'ANEF étudiant, pour leur permettre de gérer directement en ligne, là encore, leur demande ou leur renouvellement de titre de séjour. À travers ces témoignages, l'objectif est de développer chez chacun d'entre nous la conscience qu'il peut participer à ce mouvement en proposant des initiatives concrètes au service des usagers et des agents. Pour réfléchir et se mettre en action, nous vous proposons plusieurs animations dans le cadre de cette démarche et jusqu'à la mi-décembre. D'abord cette émission à laquelle vous avez accès et que nous allons largement diffuser, mais également des webinaires sur les thèmes de la cybersécurité, du management innovant et de l'achat de l'innovation, ou encore l'organisation d'ateliers collaboratifs pour penser autrement le management des administrations, y compris dans les comités de direction ou dans les comités de service, avec une réflexion plus particulièrement sur les CERT du futur, selon un mode d'animation innovant, le design thinking. Tous ces événements sont couverts par la DICOM, qui en assure la promotion en amont et la diffusion, mais ils associent, et je veux le souligner, toutes les directions générales et tous les services du ministère. Je veux les remercier, ainsi que les initiateurs des projets que nous vous présentons. Enfin, pour animer au quotidien et dans la durée la transformation et l'innovation parmi nous, j'ai décidé de la création d'un site intranet dédié à la transformation publique, accessible à l'ensemble des agents du ministère. Mesdames et messieurs, je forme le vœu, à l'approche de 2021, qu'au-delà des réformes administratives qui sont en cours de déploiement, l'année qui s'ouvre dans quelques semaines nous permette de retrouver avec ce sens du service public moderne qui vous anime, nos communautés de travail, souvent éprouvées ces derniers mois, pour concrétiser de nouveaux projets porteurs de confiance en l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Le mois de l'innovation va se poursuivre sur les différents vecteurs, notamment les vecteurs digitaux du ministère de l'Intérieur, des directions générales, de la police, de la gendarmerie, enfin tous ceux qui font l'actualité du ministère de l'Intérieur. On se retrouvera très bientôt pour parler d'innovation, mais également de bien d'autres sujets. D'ici là, respectez évidemment les gestes barrières, la distanciation physique, comme ça a été le cas sur ce plateau, l'usage du gel hydroalcoolique et bien évidemment le port du masque, pratiquement en toutes circonstances, masque que nous allons reporter dès le générique envoyé. Bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Merci de votre attention.